Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Nous sommes ici réunis pour demander au gouvernement, demander aussi aux autres partis d'opposition de collaborer pour mettre fin une fois pour toutes à la loi actuelle qui donne préséance à la loi des mines sur tout autre usage du territoire du Québec, sur le contrôle démocratique en principe. Nos municipalités, nos villes devraient exercer, nos collectivités devraient pouvoir exercer sur l'aménagement de leur territoire, l'usage qu'ils veulent faire de leurs ressources et la protection de leur eau et de leur qualité de vie. J'ai avec moi aujourd'hui une série de représentants de différents organismes, mais aussi de conseillers, conseillères municipales, qui sont ici à l'occasion du dépôt d'un projet de loi qui vient d'être fait il y a moins d'une heure à l'Assemblée nationale par Québec solidaire, qui veut en fait abroger l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec, article qui donne justement préséance à la loi des mines dans l'utilisation et l'exploitation des ressources qui se trouvent sur un territoire donné ou dans le sous-sol québécois. Nous sommes tous d'avis qu'il est temps de mettre fin à ce privilège des compagnies minières qui entraînent une série de conséquences d'abord sur la qualité de vie des citoyens, sur le contrôle démocratique de notre développement, mais aussi qui entraînent d'importants contre-coups pour l'industrie elle-même lorsque quelques-unes des entreprises de cette industrie, par exemple minière, ne recherchent pas l'approbation préalable des communautés touchées, ne recherchent donc pas l'acceptabilité sociale qui est à la base de toute vision de développement durable. Donc, sans plus tarder, je voudrais présenter ceux qui vont prendre la parole. Il y a Mme Kim Cornelissen, vice-présidente de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Mme Cornelissen est également conseillère de la municipalité de Sainte-Marthe, très impliquée dans toute la bataille qu'il y a eu pour, empêcher l'appropriation arrogante de l'industrie gazière du sous-sol de la vallée du Saint-Laurent. Il y a aussi à nos côtés M. Régent Porlier pour le comité des citoyens de cette île qui ont une expérience de lutte victorieuse finalement contre plusieurs développements miniers qui ne respectaient pas ce principe et notamment sur la question de l'uranium. M. Sébastien Davernas, qui est porte-parole de la coalition Laurentienne Anticarrière, va nous expliquer comment sa région est touchée par ce développement inconsidéré. M. Davernas, je vous le rappelle, comédien, a également été candidat à l'occasion d'une élection fédérale en 2008 pour le Parti libéral du Québec. On a l'honneur d'avoir avec nous également M. Sylvain Archambault, porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine, qui va dresser le tableau de l'enjeu national de l'aménagement du territoire québécois du point de vue des citoyens et des organismes représentés dans la coalition. Et il y a également Jacques Bouchard, secrétaire général du syndicat de la fonction publique du Québec, qui est avec nous pour répondre à vos questions en soutien à la présentation du projet de loi. Et je terminerai en vous parlant rapidement aussi de différents soutiens politiques que ce projet de loi a obtenus. Madame Cornelissen. Il est bien sûr que pour les élus, l'article de loi 246 est tout simplement un anachronisme qui vient même pas du 20e siècle, ça vient du 19e siècle. Les élus sont élus justement démocratiquement et le premier rôle qu'un élu a, c'est de gérer son territoire. C'est le premier mandat qu'il a. Or, ce qu'on a réalisé passablement avec stupeur en 2009, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment agir sur le territoire. Alors, c'est vraiment important de faire sauter cet article-là pour qu'on puisse justement gérer le territoire en toute connaissance de cause, parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît les territoires, c'est les élus. Que ce soit à la MRC, que ce soit dans les municipalités. Il y a un consensus très large dans le monde municipal à cet effet-là. Et il y a également la société civile qui le demande, les groupes environnementaux, les groupes sociaux. C'est tout simplement, en fait, presque une question technique d'éliminer ça d'une loi parce que ça n'a pas de...
ça n'a pas de bon sens. Et on a beaucoup reproché, quand on a regardé la question du gaz de schiste aux États-Unis, le fait que le gaz de schiste n'était pas tenu à respecter plusieurs lois. Puis quand on arrive ici, on a une loi générale qui fait qu'on ne peut pas agir non plus. Alors, je pense que c'est juste une question de bon sens d'éliminer cet article 246-là. Est-ce que tu voulais donner un aperçu de VNQ? Ça va venir plus tard? Oui. Très bien. Alors, M. Porlier? Oui, mais merci. D'abord, peut-être rappeler que la loi sur les mines remonte à 1880. 133 ans plus tard, les citoyens, en général, un peu partout où ça se passe, doivent faire un chemin de croix, littéralement, pour se faire entendre, pour se faire écouter, ce qui est invraisemblable. Faut savoir aussi qu'en 1963, parce que je suis aussi président du syndicat des technologues d'Hydro-Québec, il faut savoir qu'en 1963, René Lévesque, sous Jean Lesage, nous ont affranchis d'une partie de notre colonialisme. Il en reste encore un bout à faire. On a pris, à cette époque, on a décidé de prendre les rênes de notre énergie. Alors, on est rendu à la deuxième phase, sincèrement, là, de prendre les rênes de nos ressources naturelles, afin d'abord d'empêcher qu'il y ait des confrontations avec les populations, parce qu'il y en a régulièrement. On l'a vu avec le gaz de schiste. Chez nous, on l'a vu avec la mine d'uranium dont il était question, dont M. Cadier a parlé tout à l'heure. Et maintenant, il y a une mine d'apatite et de magnétite titanifère qui est en projection dans la zone périurbaine de cette île. Les gens sont inquiets pour leur santé, pour leur qualité de vie. Et malheureusement, ces gens-là, ils doivent prendre tous les moyens, jusqu'à la rue parfois, pour se faire entendre, ce qui est complètement inacceptable en 2013. À cette île, on a une pétition, on a une pétition d'au-dessus de 4000 noms, sur une population active d'environ 20 000 personnes. Et on a au-dessus de 4000 personnes qui demandent à ce qu'il y ait un référendum sur la question de la mine d'apatite. Alors, quand on en est là, ça démontre à quel point il y a un débalancement au niveau de l'équilibre. Comment ça se fait qu'on soit obligé de faire pratiquement du porte-à-porte pour aller voir les gens, des gens qui sont convaincus mais qui ne savent pas par où le prendre, pour finalement demander à nos instances municipales, demander à nos instances provinciales d'être entendues et de dire on a le droit de dire oui ou non à un projet pour lequel on s'inquiète. Moi, ce qu'on s'attend, ce que les citoyens s'attendent, en tout cas les citoyens de chez nous, ils s'attendent à ce que les parlementaires de l'Assemblée nationale s'élèvent au-dessus de la partisanerie. Moi, je vais vous dire, ça fait 4 fois que je viens ici, là, dans les murs de l'Assemblée nationale, et ça fait 4 fois que je suis dépassé par la partisanerie qui prend à peu près tout l'espace. On a un enjeu qui est majeur, un enjeu qui est incontournable. Est-ce qu'il va falloir, avec cet enjeu-là, en arriver à un référendum, une élection référendaire comme en 1963? Ça n'a tout simplement pas de bon sens. Il y a un consensus qui est là à travers la population. Moi, je demande aux parlementaires de respecter le consensus et d'amender la loi sur les mines pour faire en sorte qu'on redevienne propriétaire de nos ressources naturelles. Parlant de consensus, avant de passer la parole à M. Davernas, je voudrais mentionner qu'il y a à peine 2 semaines, l'initiative boréale canadienne a révélé les résultats d'une enquête nationale qui a été menée sur plusieurs aspects du développement minier. En matière de préséance de la loi des mines, une majorité de répondants, 82%, n'acceptent pas qu'une société minière puisse obtenir des concessions minières sur des terres privées sans d'abord obtenir le consentement du propriétaire du terrain. C'est donc une demande largement partagée par la population. Une majorité de répondants est d'avis que les municipalités, encore 82%, devraient avoir le droit de soustraire certaines zones sensibles du territoire à toute exploitation. Monsieur Davernas? Oui, bonjour. Je voulais juste apporter une petite correction. J'ai été candidat pour le Parti libéral du Canada et non du Québec. Ceci dit, nous, ce qu'on vit, c'est une situation un peu différente. Il s'agit de carrières de granit, car les carrières de granit sont aussi assujetties à la loi des mines. Les entrepreneurs dans notre région, les Laurentides, sont bien conscients que tôt ou tard, il va y avoir une modernisation de la loi des mines, donc achètent le plus de claims possible sur le territoire des Laurentides pour se préparer à cette éventualité. Alors nous, on a appris il y a 2 semaines, tout à fait par hasard, qu'il y avait un entrepreneur de la région qui avait obtenu justement
un claim sur des terres de la couronne complètement entourées par des terres privées. Dans une région qui couvre à la fois Sainte-Lucie-les-Laurentides, Val-David et Sainte-Agathe, une région récréo-touristique. Nous, on n'est pas, les Laurentides n'ont jamais été et ne seront jamais une région minière. Et tout ça s'est passé par-dessus la tête de la municipalité et de la MRC, directement entre l'entrepreneur, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il a passé toutes les étapes, il a obtenu ses permis en toute légalité. Et là, ce qu'on vit, c'est, bon, j'avais lu quand j'étais jeune l'histoire de David et Goliath. Là, nous, les résidents de Sainte-Lucie et de la région, on la vit, cette histoire-là. Alors, la coalition laurentienne s'est formée, c'est une mobilisation citoyenne spontanée qui s'est formée il y a 2 semaines. Et on appuie tout à fait la démarche de M. Gazir et du projet de loi qu'il a déposé ce matin. C'est complètement absurde, surtout dans une zone de villégiature où il y a des tas de projets récréo-touristiques, des bed and breakfast qui se sont installés, qui vont perdre leur clientèle. Donc, pour ramasser des redevances de peut-être 54 sous la tonne, on va appauvrir toute une région et saboter les efforts du milieu pour développer le territoire et l'environnement selon les désirs des citoyens. Merci, M. Davernas. J'aimerais maintenant que M. Archambault puisse nous brosser un tableau de l'enjeu national de l'aménagement du territoire. Merci. Oui, on a parlé beaucoup de redevances minières depuis quelques semaines, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'on va remettre à l'ordre du jour le droit des citoyens, le droit des municipalités. La loi sur les mines, on en a parlé un peu, elle est au-dessus de tout. Elle empêche les municipalités de décider leur type de développement régional. La loi sur les mines, elle met des embûches à l'aménagement respectueux du territoire. Elle va venir bloquer la création d'aires protégées. On en parle peu, mais la création d'aires protégées se bloque constamment à la présence de titres miniers sur le territoire. C'est quelque chose qui est inacceptable compte tenu des retards qu'on a ici au Québec en protection du territoire. La loi sur les mines, elle est incompatible avec certaines dispositions du Code civil, des dispositions de la loi sur le développement durable au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est vraiment inacceptable. Les cas de conflit entre les activités minières et les citoyens se multiplient quotidiennement. À la Coalition Québec Meilleure Mine, on accompagne des groupes de citoyens de partout au Québec qui luttent contre ces compagnies minières-là. Malartic, que tout le monde connaît, bien sûr, mais il y a Sept-Îles, Saint-Hippolyte, Sainte-Adèle, où on veut axer sur la villégiature. Saint-Camille, avec des projets d'agriculture durable qui se butent à l'industrie minière. Saint-Élie-de-Caxton, le village mythique de Fred Pellerin. Gaspé maintenant, Saint-Léon, Val-David. Je pourrais vous en nommer plein de municipalités où les citoyens comme ça sont confrontés à l'industrie minière. Il n'y a aucune région qui est épargnée. Il faut donc donner aux municipalités les outils pour désigner des zones d'exclusion et qu'elles puissent déterminer quel type d'activité minière pourrait être permise dans ces zones-là. Le projet de loi 14 l'année passée a permis des avancées importantes, mais il y a encore beaucoup de lacunes, des lacunes majeures qui persistent. Quelques-unes comme ça, il n'y a rien pour encadrer les mines à ciel ouvert en milieu urbain. Il n'y a rien pour assurer la protection des terres agricoles en milieu périurbain. Faut enlever, ça c'est extrêmement important, enlever la possibilité d'exproprier les citoyens à l'étape de l'exploration. C'est aberrant, mais ça existe encore dans la loi actuelle. Trouver un mécanisme pour accompagner légalement les citoyens qui sont aux prises avec les compagnies minières. La compagnie minière débarque dans la cuisine de quelqu'un et les personnes se sentent complètement dépourvues. Il faut qu'il y ait une espèce de mécanisme pour accompagner légalement les gens dans ces situations-là. Le drame de Malartic, on en a parlé beaucoup, c'est un drame qui risque de se reproduire, par exemple, à Sept-Îles. Les municipalités ont très peu d'outils pour assurer la protection de leur milieu de vie, l'eau potable. On le voit présentement avec le cas de Gaspé, où la municipalité doit trouver tout ça de subterfuges pour protéger son eau potable qui est menacée par des forages pétroliers. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que présentement, on s'enligne pour une troisième tentative de réforme de la loi sur les mines. Il est extrêmement important. Il y a des lacunes majeures qui ont été soulevées par un tas de personnes depuis. Il y a eu 2 commissions parlementaires dans le passé. Le vérificateur général l'a dénoncé, le BAP sur les gaz de schiste, le Barreau du Québec, les associations de municipalités l'ont dénoncé. Une grande partie de la population civile, des groupes environnementaux. Donc, ces lacunes sont majeures et doivent être corrigées. Il faut vraiment que tous les partis collaborent avec le gouvernement marois pour faire en sorte que cette réforme-là, tant attendue, soit vraiment la bonne. C'est extrêmement important.
ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre. Vraiment, c'est extrêmement urgent de corriger tout l'ensemble de ces lacunes-là. Merci. Avant de repasser la parole à Mme Cornelissen pour parler de la position de l'Union des municipalités et de la FQM, de la Fédération des municipalités du Québec, je voudrais simplement mentionner également que le maire de Sainte-Camille et son conseil municipal se joignent au concert d'appui à cette demande qui est faite au gouvernement du Québec. Il y a une résolution qui a été prise cette semaine et un communiqué qui va être émis aujourd'hui même pour demander au gouvernement d'accepter la demande qui est faite par tant d'organismes, la coalition des maires, et d'abroger l'article 246 qui est au centre des aberrations qu'a mentionné M. Archambault. Tout à fait. Je pense que ça vaut la peine de lire les deux résolutions, une de la Fédération québécoise des municipalités et l'autre de l'Union des municipalités du Québec. Il faut comprendre que, sauf très rare exception, ces deux associations municipales-là représentent l'ensemble des municipalités du Québec. Alors, dans le cas de la Fédération québécoise des municipalités, au mois d'avril 2010, il y avait eu le projet de loi numéro 119 de la loi modifiant la loi sur les mines, une des tentatives, et les deux principales recommandations de la Fédération québécoise des municipalités, c'était qu'ils recommandaient l'élimination de la préséance des droits miniers et le renforcement des prérogatives municipales par l'arrimage de l'outil de planification minier au schéma d'aménagement et de développement de chaque MRC. Mais ils recommandaient également que toute opération minière soit tenue de respecter les règlements municipaux relatifs à l'environnement, bien sûr, et que toute activité d'extraction ou d'exploration minière soit soumise au processus de consultation publique encadré par le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. On a la chance au Québec de l'avoir, bien, servons-nous-en. C'est d'abord pour les citoyens et pour la société civile. Et là, il y a l'Union des municipalités du Québec qui, dans sa réunion du conseil d'administration du 15 février dernier, a fait une résolution qui se lit comme suit. Attendu que l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme confère la préséance de la Loi sur les mines sur tout règlement d'urbanisme, attendu qu'en vertu de la Loi sur les compétences municipales, les municipalités peuvent limiter les nuisances causées par les activités minières et minimiser leur impact sur la population et l'environnement sur le territoire municipalisé, attendu que le livre blanc sur l'avenir des municipalités recommande notamment la modernisation de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en reconnaissant l'aménagement comme une compétence politique relevant des élus municipaux et des élus municipales, attendu que la Charte des municipalités consacre les principes de subsidiarité et d'autonomie comme pierre d'assise d'un nouveau partenariat entre le gouvernement et les municipalités, attendu que la ministre des Ressources naturelles a demandé l'avis de l'Union des municipalités du Québec sur la définition des zones incompatibles avec l'activité minière, attendu le caractère dynamique et évolutif de l'aménagement du territoire, attendu que les élus municipaux et les élus municipaux ont la responsabilité de veiller à la conciliation des intérêts sur le territoire, attendu que les élus municipaux et les élus municipaux ont la responsabilité de veiller à la protection de l'environnement, il est proposé par M. Berthold, appuyé par Mme Christine Brisson et résolu unanimement que l'UMQ demande au gouvernement d'abroger l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que l'UMQ demande au gouvernement de reconnaître aux municipalités la capacité de définir des secteurs incompatibles avec l'activité minière. Et vous comprenez que les deux associations ont un fort consensus là-dessus. Merci beaucoup de votre attention. On peut passer à la période des questions. Je sais qu'à dire, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre la démarche aujourd'hui dans la mesure où Mme Ouellet va déposer très, très bientôt son projet de loi sur les mines, comme vous le savez. Puis, en bonne partie, elle semble répondre à vos préoccupations selon ce qu'on a pu comprendre de ce qu'elle voulait déposer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà une volonté du gouvernement d'aller dans ce sens-là de toute façon? C'est quoi la... Si ce que vous avez pu comprendre, c'est à partir d'une lecture entre les lignes de ce qui a été dit, d'accord, mais il n'y a pas encore d'engagement clair du gouvernement, en dépit de nombreuses précisions apportées par la ministre sur une série de réformes qui vont toucher, par exemple, le système de redevance, des protections accrues pour certaines zones, etc. La fin du free mining n'a jamais été confirmée ou, disons, avancée comme volonté politique. J'espère que ça l'est et il y a certaines indications qui me portent à croire que plusieurs personnes au sein de la députation du PQ sont en faveur de la fin du free mining ou de l'accès libre
au territoire donné aux miniers, entrée libre, d'accord, sur le territoire. Nous, ce qu'on demande, c'est que si la ministre veut vraiment envoyer un message clair que, au-delà de toute considération financière, au-delà de toute considération sur même le contrôle de propriété, un principe de base, c'est la subsidiarité dont parle la résolution de l'Union des municipalités du Québec, c'est-à-dire que c'est aux compétences, d'abord les citoyens, donc dans le processus démocratique aux citoyens, puis aux compétences le plus rapprochées dans le territoire touché par l'activité, de d'abord donner leur avis sur le développement qu'ils veulent avoir, puis avoir leur mot à dire là-dessus. Donc, à cet égard-là, le gouvernement peut, dans un geste très simple, sans toute la complexité de la réforme de la loi minière, dans un premier temps, abroger l'article 246 pour que le temps que tout ça se mette en place... Règlement, juste précision, ce que vous voulez, c'est par règlement. Ou par ce projet de loi. Ce projet de loi là, que j'ai déposé n'a qu'un article. L'abrogation d'un article dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui donne cette préséance à la loi des mines. Donc, à partir du moment où le gouvernement, par loi, parce qu'il faut une loi pour abroger un article de notre loi, d'accord? Mais c'est une loi très simple. Un article, ça peut tout se faire en un avant-midi. Si le gouvernement accepte, là, en un avant-midi, on peut procéder. Est-ce que les gens sont réunis ici? Pourquoi? Pour demander aux autres partis de collaborer pour qu'une telle chose puisse se faire, en attendant une réforme de la loi des mines qui est très ample. De cette manière-là, les groupes de citoyens, là, n'auront pas à subir cette espèce et les municipalités n'auront pas à tout coup, dans chaque cas, projet par projet, refaire ce chemin de la croix, donc, comme disait M. Porlier, de juste faire comprendre qu'avant de passer un projet, là, il faut d'abord que les gens soient d'accord, puis que la municipalité soit consultée, puis que tout le monde s'entende. Ce que l'industrie minière appelle l'acceptabilité sociale. Et je reviens à ça, juste pour dire que, même pour l'industrie, c'est bon. Actuellement, là, quelques comportements. Par exemple, le comportement de l'industrie du gaz, qui utilise la même loi, ça jette un discrédit sur l'ensemble de l'industrie extractive, de l'extraction des ressources. Donc, une telle loi forcerait tout le monde à respecter les communautés et serait un grand atout pour une industrie qui se demandait pourquoi ils avaient perdu le respect du public, puis la pente à remonter dans la confiance. Au lieu d'aller engager un artiste comme M. Davernas, là, ben, il pourrait simplement appuyer notre idée d'abroger l'article 246, ce qui ferait en sorte que tout le monde se comporterait de manière rigoureusement compatible avec la volonté de l'industrie là, qui dit qu'on veut avoir l'acceptabilité sociale. Ben, si vous voulez avoir l'acceptabilité sociale, il faut mettre fin à la préséance du droit minier sur les autres usages du territoire. Vas-y, tu veux relancer. Ben, en fait, M. Cadieux, j'aurais aimé savoir, avez-vous fait des démarches auprès du gouvernement? Avez-vous tâté le terrain auprès du gouvernement ou des autres partis d'opposition pour voir s'il y avait un appui? Je ne peux pas rentrer dans le détail dans mes démarches auprès du gouvernement. Je pense qu'il vaut mieux laisser le plus de marge de manœuvre pour ne pas être taxé de partisanerie, là, entre les mains de la ministre. Ce que je pense que la ministre doit comprendre aujourd'hui, c'est que la société civile et les municipalités parlent d'une même voix. 80% des Québécois parlent d'une même voix. Ça suffit. Il faut mettre fin à la préséance du droit minier. Je pense Martine Desjardins, la ministre, est au... Quel lapsus! Un jour, l'autre la sera également, j'imagine. Mais Martine Ouellette est au courant de ce projet de loi. Nous allons faire non, ce n'est pas si drôle, c'est une éventualité aussi. Donc, pour ce qui est de Madame la ministre des Ressources naturelles, elle est très au courant de cette anomalie de nos lois au 21e siècle, qui fait que la loi des mines est encore une loi divine au Québec, hein, comme disaient certains citoyens de Val-d'Or quand je l'ai visité pour la première fois en 2007 là-dessus. Vous sentez une ouverture? Je ne veux pas m'avancer davantage. On est en train de faire nos représentations. J'aimerais que vous l'interrogiez. Elle est sur le point de déposer son projet de loi, donc... oui. Alors, c'est juste dire... Oui, mais le projet de loi qu'elle va déposer va rencontrer énormément de débats.
parce que c'est ample, c'est vaste, ça touche un tas de choses. Nous, ce qu'on dit avant ça, là, parce que ça peut prendre encore des mois, et dans la situation actuelle d'un gouvernement minoritaire, il peut y avoir des problèmes. On peut reconnaître le même sort qu'ont connu la loi 79 et le projet de loi, c'était quoi l'autre? 14. L'ancien projet de loi 14, il y en a un autre maintenant. Donc, pour éviter de confiner la population à la situation actuelle, c'est-à-dire l'incapacité de défendre leur territoire, entendons-nous sur quelque chose de très simple qui peut se faire en une demi-journée. En une demi-journée, on pourra avoir le projet de loi, une commission, en discuter et finir avec ça, puis mettre fin à cette situation inacceptable. Si vous permettez, juste une seconde. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, moi, c'est ma crainte que j'ai, c'est que pour la troisième fois, va se retrouver sur la table un projet qui est global sur la loi des mines et que chacun trouvera une façon de faire échouer à sa manière. Les partis d'opposition, est-ce que clairement, sur cet aspect-là, qui est quant à moi primordial pour ce qui est des communautés, on a bien compris qu'il y avait un consensus autour de ça, pour ce point particulier-là. Je suis ici aujourd'hui, et peu importe qui l'a annoncé, le projet, c'est Québec solidaire, ça aurait été un autre parti, je serais assis ici pour la même raison, c'est que cette priorité-là, on souhaite qu'on ne passera pas à côté une troisième fois. Et je suis profondément convaincu qu'il y a des gens qui vont tout faire pour que ça dérape cette troisième fois-là. Et c'est pour ça que je suis ici, moi, personnellement. Fait que ça n'a rien à voir avec la partisanerie, comme M. Kadir le disait. Mais là, il est grand temps qu'on passe à autre chose au Québec sur cet aspect-là, c'est clair. Merci. Et juste pour terminer peut-être, ça fait depuis 2009 que dans les municipalités, on est archi stressé sur cette question-là. On n'est pas capable de rien faire, on est toujours dans l'attente. Puis c'est drôle parce que l'industrie dit la même chose, on veut avoir des règles claires. Si on fait juste régler cet article-là, déjà, on serait capable de faire quelque chose. Puis on est dans un contexte où il y a des élections municipales en novembre 2013, ce qui risque encore de compliquer les choses. Fait que moi, en tout cas, personnellement, comme élu municipal, comme militante, comme vice-présidente de la QLPA, je serais vraiment contente si on n'avait plus cette espèce d'épée de Damoclès-là sur la tête tout le temps. Alors, en votre nom, si vous permettez, je vais faire un appel à Mme Marois, à M. Couillard et à M. Legault et à leur équipe pour se mettre d'accord avec nous, pour s'entendre, pour abroger l'article 246. C'est une simple question de démocratie, pour respecter la volonté de l'Union des municipalités du Québec, Fédération québécoise des municipalités et 80% de la population québécoise. Merci beaucoup.